toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Éco-Santé, un rendez-vous médical de référence pour informer, éduquer et sensibiliser la communauté sur les problèmes de santé. Aujourd'hui, nous abordons un sujet majeur. Il s'agit de la maladie à virus Ebola, une situation d'actualité, bien qu'existante depuis quelques décennies, mais elle demeure un problème de santé publique, surtout dans un milieu où la désinformation et la méconnaissance sont réelles. Et pour enrichir cette réflexion, j'ai l'honneur de recevoir un éminent médecin. Il s'agit du docteur Yav Chibins. Il est médecin aux cliniques universitaires de Lubumbashi. Il est aussi chef des travaux à l'université de Lubumbashi. Bonjour docteur Yav. Bonjour Kayombo. D'accord docteur, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Aujourd'hui, nous parlons de la maladie à virus Ebola. Il s'agit d'un sujet d'actualité. Docteur, pour que nos téléspectateurs puissent comprendre de quoi s'agit-il, comment pouvons-nous définir la maladie à virus Ebola, mais aussi pourquoi parler de ce sujet? Je remercie sincèrement la radio-télévision Héritage de m'avoir invité sur ce plateau pour partager ces sujets d'actualité sur la maladie à virus Ebola. Ebola virus. D'emblée, c'est vraiment d'actualité et cette maladie est en train de décimer des populations et des personnels soignants. Et voilà, donc le virus, la maladie à virus Ebola, c'est une maladie infectieuse, grave, hautement contagieuse et mortelle, qui pour le moment présente, c'est une maladie qui pose problème de santé dans la communauté et même au niveau de l'OMS. L'OMS a déclaré que c'est une épidémie. Donc c'est ce qu'on appelle concrètement la fièvre hémorragique virale, qui est une maladie causée par un virus de la famille de Filoviridae du genre Ebola virus. C'est un virus ARN monocaténaire d'aspect filamenteux et c'est un virus qui est, comme on l'a dit récemment, qui est un virus contagieux et grave et mortel. Alors, d'emblée, c'est un germe qu'on contacte par contact avec les liquides biologiques. Je ne sais pas entrer directement dans les sujets, mais je pouvais dire que c'est ça la définition d'abord, parce qu'il y a d'autres questions qui vont suivre. Donc, c'est ça la définition de la maladie à virus Ebola. Donc, une maladie contagieuse, une maladie virale qui est grave. Et docteur, tout à l'heure, vous avez parlé un peu de manière... vous avez parlé de la transmission, disons par certains liquides. Est-ce que certains objets, tels que les objets à la cuisine, ou même autres moyens, ont lieu dans cette transmission de la maladie à virus Ebola? Bon, on va en venir parce que dans les objets, il faut d'abord parler de virus lui-même, Ebola virus. On dit qu'il y a plusieurs aspects, des espèces d'Ebola virus. Il y a les Ebola virus qu'on appelle Zaïre. Il y a les Soudan Ebola virus. Il y a aussi les Bugyo Ebola virus qui est
en train de faire la rage à l'est. Il y a aussi les restants de Blaveux qui est peu pathogène chez l'homme. Donc, cette maladie a comme réservoir d'abord, c'est les chauves-souris, et il y a aussi des animaux intermédiaires. Ces animaux intermédiaires, ce sont les singes, les gorilles, les chimpanzés et on parle aussi des antilopes forestières. Et la transmission entre l'homme et l'animal, c'est fait par manipulation des animaux infectés et aussi par consommation des viandes de brousse contaminées. On dit que ce virus il a comme incubation de 2 à 21 jours. Incubation, la durée dans l'organisme avant de se manifester. Oui, il a comme incubation, la durée d'incubation de 2 à 21 jours. Et par la suite, les signes que présente cette maladie, je peux entrer d'emblée. Les signes, il y a des signes des phases initiales, il y a des phases digestives et des phases, des gravités, donc des phases sévères. Donc dans la phase initiale, ce sont des symptômes que les patients présentent comme des symptômes de paludisme. Donc ce sont des fièvres brutales, des fatigues intenses, et des faiblesses, des myalgies, des arthralgies, comme on dit couramment dans notre terme, des courbatures. Ça sont des phases initiales. Il y a des phases digestives, ce sont des diarrhées, des vomissements et des douleurs abdominales. Alors, la phase sévère, ce sont des phases avancées. C'est là où il y a des saignements, des signes, des complications de coagulation, donc des saignements, des signes neurologiques, par exemple des confusions, même des signes d'atteinte rénale, des oliguries, et puis des chocs, et ainsi de suite. Donc ce sont des symptômes que les patients présentent. En ce qui concerne maintenant comme on l'a dit, la transmission entre humains, cette transmission s'est faite par des liquides biologiques, comme on l'a dit. Les liquides biologiques, ce sont des vomissements que les patients présentent, des diarrhées, des sueurs, des urines, des spermes. Donc, tous ces liquides biologiques que le patient qui est infecté peut dégager. Et quand vous entrez en contact avec ces liquides biologiques, vous pouvez contracter l'Ebola virus. Mais on dit même que cette transmission se fait par des muqueuses. Des muqueuses ou par des plaies, une plaie qui est ouverte, ou par des micro-fissures au niveau cutané, et ces virus entrent par là. Et il y a d'autres éléments qu'on dit que ce virus a comme particularité, il a une protéine qu'on appelle la glycoprotéine, qui le facilite à pouvoir entrer dans la cellule. Voilà, donc les matériels comme de la maison, les patients peuvent avoir utilisé, je donne l'exemple, les draps ou les couvertures. Si ces couvertures étaient contaminées par les liquides biologiques comme des urines ou les sangs ou quoi, vous pouvez facilement contracter cette maladie. Voilà. D'accord, docteur. Vous avez parlé des animaux sauvages. Vous avez aussi donné la clinique, des signes qui peuvent être confondus au paludisme, certaines maladies courantes. Parlons des facteurs favorisants
étant donné que nous sommes dans la ville de Lubumbashi, est-ce qu'il peut y avoir des facteurs qui favorisent cette maladie, mais aussi en tant qu'une énième épidémie, notre pays a enregistré depuis plusieurs décennies des épidémies. Est-ce qu'il y a des éléments qui font qu'à chaque fois, nous retombons, nous reconnaissons des réémergences des maladies ou des virus? Bon, les émergences de ces maladies sont dues d'abord à cette... Ces facteurs favorisants. Qui favorisent, oui, ce sont des zones forestières comme à l'est, la biodiversité, les contacts des humains avec des animaux sauvages, la non-accessibilité aux soins et les limites aussi d'accessibilité à ce soin-là. C'est ça qui fait que c'est qui est cette répétition de cette maladie. Par exemple, la déforestation, on a aujourd'hui les forêts qui sont détruites et ces animaux n'ont plus d'abri dans leur habitat naturel. Non, la déforestation, ce n'est pas un élément qu'il faut encourager. Au contraire, c'est la communauté. Il faut aller dans sensibiliser la communauté, la prévention, l'accessibilité aux soins, la précocité dans les diagnostics, n'est-ce pas? Parce que dans la communauté, pour la plupart, ils se disent, par exemple, un patient qui fait des symptômes comme ça, ils disent que c'est un paludisme. Il y a l'automédication, par exemple, aux antipaludismes qui peuvent, disons, masquer les symptômes et pouvoir encore, disons, élargir la chaîne de contamination. Lorsque le patient qui présente des symptômes, au lieu de l'amener dans les centres sanitaires, dans les hôpitaux, tout près pour qu'on pose des diagnostics, et quand on commence à automédiquer les patients, vous voyez que la chaîne va continuer à propager les virus. Et par rapport au contexte actuel, quelles sont les erreurs qui peuvent être constatées dans nos familles, mais aussi dans la communauté? Donc, en bref, c'est quoi le rôle de la population face à des maladies comme ça? La population doit être sensibilisée. La population doit, disons, c'est une maladie qui existe, mais c'est une maladie qui est évitable. Donc, cette population doit prendre conscience et de pouvoir avoir confiance dans les prestataires et aussi, disons, à pouvoir se mobiliser pour faire barrière à cette maladie. Ok. Et docteur, et de nos jours, il y a, par rapport aux situations sanitaires, il y a la désinformation, il y a la méconnaissance. Parfois, il s'agit d'une maladie telle, les gens sont habitués, non, donnez-lui telle potion, donnez-lui telle feuille, telle plante qui peut guérir. Est-ce que face à l'épidémie à virus Ebola, il peut y avoir certaines erreurs qui sont commises dans la communauté, telles que vous venez de souligner que parfois les gens qui ne consultent pas rapidement les hôpitaux. Est-ce qu'il y a certains gestes ou des mauvaises pratiques qui peuvent être rencontrées dans notre communauté? Donc les pratiques doivent être évitées parce qu'il n'y a pas de preuves scientifiques qu'il y a des pratiques qui peuvent guérir cette maladie. Mais au contraire, disons, il faut qu'il y ait une collaboration de la communauté avec des équipes sanitaires. Il y a aussi, la communauté doit rechercher les cas et des cas contacts
la communauté doit respecter des consignes médicales et aussi il faut que cette communauté soit sensibilisée sur la gravité, la gravité des problèmes de cette pandémie qui est en train de décimer les populations à l'Est. Une maladie grave, la maladie à virus Ebola, mais qui est évitable. Nous continuons avec notre sujet après avoir compris c'est quoi la maladie, après avoir compris comment cette maladie se manifeste. Docteur, nous voulons maintenant savoir comment il existe des signes qui peuvent être confondus avec palu, avec fièvre typhoïde. Alors, qu'est-ce qu'on fait par les personnels de santé pour savoir que dans ce cas, il s'agit de la maladie à virus Ebola et nous devons faire ceci ou cela? Non, la prise en charge est connue. Donc, il y a des mesures qui sont là, qui doivent être prises. Donc, la première des choses, c'est d'abord l'isolement. Donc, on éloigne le patient de sa famille. Oui, d'abord, c'est l'isoler d'abord. Oui. Isolement du malade. Le malade doit être pris en charge en réanimation. Il y a des traitements symptomatiques qu'on doit donner. Et il y a d'autres traitements qui doivent suivre. Quand un patient est en réanimation ou en soins intensifs, donc s'il y a un patient qui présente une déshydratation, il doit être hydraté. S'il a un choc, il faut remonter l'hémodynamie par des vasopresseurs. Si il a une insuffisance rénale, il faut dialyser. S'il a un détresse respiratoire, il faut un apport en oxygène ou ventilation. Donc il y a des traitements qui sont déjà codifiés et il y a aussi maintenant des traitements spécifiques. Maintenant on parle des anticorps monoclonaux qui existent. Il y a la vaccination. Il y a des avancées dans ces sens-là. Et pour le moment, aujourd'hui, ce qui est connu est que la vaccination avec notre fameux virus Zaïre Ebola virus, il y avait déjà un vaccin qui était en marche. Donc c'est question que la communauté accepte parce que c'est pour leur La communauté, ce n'est pas la communauté, mais plutôt ce sont les cas contacts et les personnels soignants qui sont en contact avec les malades qui doivent être vaccinés. Et les personnes contacts et des contacts qui doivent être vaccinés pour qu'il n'y ait pas chaîne de transmission. Il y a, qu'est-ce qu'on va dire, c'est ça la prise en charge qu'il faut mettre. Est-ce qu'on aura besoin de la paraclinique pour ne pas confondre? Là, c'est le rôle de médecin. Voilà pourquoi vous avez souligné le fait qu'on doit rapidement... Peut-être on n'est pas arrivé dans la physiopathologie de la maladie. Oui. Quand on parle de la physiopathologie de la maladie, on parle que les virus là, quand il entre, il va infecter les macrophages, les monocytes, les cellules dendritiques. Et par la suite, cet virus, les macrophages vont libérer des cytokines. Donc il y aura une tempête cytokinique, notamment les interleukines 1, les interleukines 6, les interférons, les TNF-alpha, ainsi de suite. Avec cette libération des cytokines, il y aura une inflammation systémique sévère. Et cette inflammation systémique sévère les virus vont continuer à se multiplier davantage et ils vont aller agresser des tissus, beaucoup de tissus, et notamment le foie, les reins, ainsi de suite. Alors il y aura beaucoup de phénomènes qui vont se passer, notamment des troubles de coagulation, comme on l'a dit. Il y aura par exemple des coagulations intraveineuses, la consommation des facteurs de coagulation, consommation des plaquettes. Alors la personne va commencer
à présenter des hémorragies internes ou externes. Ce sont des gingivorragies ou des hématémèses ou des mélénas. Alors, quand cela ne tienne, il y aura aussi d'autres manifestations, notamment au niveau de l'endothélium vasculaire, avec fuite capillaire. Donc, il y aura une extravasation, une vasodilatation, avec une extravasation de liquide dans le milieu interstitiel, avec comme conséquence des édèmes, une hypotension, et un choc. Et ça ne suffit pas, là-bas, il va aller loin jusqu'à une défaillance multiviscérale. La défaillance multiviscérale, c'est l'atteinte de plusieurs organes. À ce moment-là, ce sont maintenant les signes de gravité des malades. Il peut y avoir maintenant un choc systémique, un choc septique et des confusions. Le malade peut entrer en coma jusqu'à ce que le malade va décéder. C'est maintenant dans ces défaillances multiviscérales là, s'il y a atteinte rénale, comme il y a une insuffisance rénale, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dialyser. S'il y a atteinte ou une cytolyse hépatique, il faut voir maintenant, il y a saignement, il faut transfuser. Donc, ce sont des éléments comme ça. Mais il faut avoir des structures vraiment spécialisées ou des structures vraiment adaptées pour prendre en prise en charge des cas des malades comme ça. Prendre la prise en charge, d'où le rôle de la référence. Chaque fois qu'on a des cas à la maison, des céphalées, des fièvres, fatigue, tous ces signes qui sont courants dans notre communauté, il est important de consulter les centres de santé les plus proches et à leur niveau aussi, ils verront quoi faire s'il y a lieu de transférer vers des centres de référence. Et nous en avons ici dans la ville. Docteur, nous continuons avec notre sujet. Vous avez parlé des complications de la maladie à virus Ebola, des complications qui sont graves, pouvant aboutir à des troubles d'organes. Et nous savons la finalité, la personne peut en mourir. Alors docteur, est-ce qu'il existe des impacts? Parce que la maladie, même quand la personne tombe malade, nous savons nous-mêmes la situation actuelle dans la ville, dans nos familles. Est-ce qu'il y a des impacts à différents niveaux par rapport à cette maladie? Oui, il y a des impacts au niveau économique, au niveau social, au niveau psychologique. Ce sont des impacts, il y aura une altération, une perturbation des systèmes économiques, des systèmes sociaux. Il y aura, par exemple, un manque d'emploi ou des enfants, pas de scolarité, et même des stigmatisations des survivants, parce qu'on n'a pas parlé des malades des déclarés guéris, oui. Donc qui sont stigmatisés. Il y a beaucoup d'impacts qui peuvent être à la base de cette maladie. Voilà. Et à cela, on dit toujours que la meilleure des choses, c'est la prévention. Pourquoi? Lorsque nous mettons en œuvre certains comportements, éviter parfois certaines attitudes qui sont parfois des coutumes. Docteur, la population veut aussi savoir que doit-elle faire face à ce contexte. Nous sommes dans une ville qui est cosmopolite, notre pays est dominé par une biodiversité qui est rare. Il existe aussi certaines pratiques telles que lavage de morts et autres. Quels sont les gestes de prévention que nous pouvons adopter afin d'éviter cette maladie? La première précaution qu'il faut prendre, c'est l'hygiène des mains. L'hygiène des mains, parce que d'ailleurs, on a vécu avec l'épidémie qui est passée avec le Covid. Et il y avait distanciation, lavage des mains. Donc l'hygiène des mains qui est primordiale et la prévention. La prévention, c'est d'éviter d'entrer en contact avec les malades infectés, parce que les malades infectés sont potentiellement contagieux.
C'est pourquoi même on recommande des enterrements sécurisés. Sécurisés et au cas où vous avez les cas ou des suspicions, il faut alerter les autorités ou les personnels soignants ou amener les patients dans une structure sanitaire, et les personnels soignants, dès qu'ils constatent que c'est un cas, il faut qu'ils alertent l'autorité sanitaire, qu'ils isolent le malade et qu'ils utilisent des pays qu'on appelle un équipement de protection individuelle. Et voilà, donc c'est ça qu'il faut déjà d'emblée le faire pour le moment. Par rapport à la prévention. Par rapport à la prévention. Donc, distanciation, donc il ne faut pas entrer en contact avec les cas. Il faut laver les mains, hygiène des mains. Au cas où c'est un cas, il faut signaler les autorités sanitaires et isoler les malades des cas, et puis utiliser l'EPI, donc l'équipement de protection individuelle. Ok. Et docteur, par rapport à ce sujet, c'est vraiment un grand sujet parce que c'est dans les actualités, nous sommes à la énième épidémie. Heureusement que nous en avons l'expérience pour cette maladie à virus Ebola. C'est la 17e épidémie. Oui. Et par rapport à cela, docteur, quels conseils voudriez-vous adresser à la population en général en rapport avec cette maladie, donc les aspects qui sont importants à connaître, parce qu'aujourd'hui, nous parlons beaucoup plus de la clinique, aussi de la prévention, c'est pour que nous puissions nous protéger et que nous soyons en bonne santé. Quels conseils pouvez-vous donner à la population? Donc, la maladie à virus Ebola, c'est un défi majeur de santé publique en RDC, malgré les progrès qu'on a eus, les progrès des diagnostics, des vaccinations, de prise en charge et de surveillance épidémiologique. Mais pour le moment, il y a encore des problèmes d'insécurité, l'accessibilité aux soins est limitée, et des méfiances communautaires, la stigmatisation. Donc il y a encore beaucoup d'efforts qu'il faut fournir, et cette population doit prendre conscience, doit être mobilisée pour faire, disons, barrière à cette infection qui est mortelle. Voilà. Par rapport à cette maladie, est-ce qu'actuellement, pas seulement Ebola, parce qu'on a aujourd'hui poliomyélite, la rougeole et même d'autres ailments, d'autres maladies qui sont courantes dans notre milieu. Est-ce qu'il y a des actions peut-être menées à différents échelons par nos autorités pour éradiquer ces maladies, et vous pouvez en même temps aussi donner votre mot de conclusion par rapport à notre thème d'aujourd'hui? Bon, les efforts restent encore à faire de la part des autorités, pas seulement des autorités, et même de la population, et même des personnels soignants. Donc nous devons prime abord d'abord avoir les éléments cliniques des signes de la maladie et savoir comment les prendre en charge. Pour le moment, même si les moyens sont limités, mais déjà par des moyens d'abord que nous avons, nous pouvons relever les défis et pouvoir barrer la route à toutes ces maladies qui déciment les populations de la République démocratique du Congo. Voilà.
Chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, vous nous suivez, nous parlons de la maladie à virus Ebola, comprendre la situation clinique et aussi connaître les bons gestes de prévention. Nous sommes dans une situation caractérisée par l'émergence, réémergence de certaines maladies et nos autorités, nos médecins qui sont là nous encouragent à adopter des bons gestes, notamment la vaccination, les vaccins qui sont disponibles pour la poliomyélite et même les traitements proposés pour les maladies actuelles. C'est à nous de pouvoir adhérer à cela. Nous devons mettre barrière à toutes ces désinformations, ces fausses informations pour que nous puissions vaincre la maladie. Retenons que la maladie à virus Ebola, c'est une maladie qui est grave mais qui est évitable ensemble par l'information, ensemble par la mise en pratique des conseils qui nous sont fournis par les autorités sanitaires, mais aussi par le contact ou encore la consultation précoce. Nous pouvons mettre fin à cette guerre qui est sanitaire, à cette guerre. Et surtout, nous vous encourageons à rester fidèles à notre émission. Il s'agit de votre émission Éco-Santé. Aujourd'hui, nous avons eu cet honneur de recevoir le médecin Dr Yav Chibins Evariste. Il est médecin des hôpitaux, il est médecin aux cliniques universitaires de Lubumbashi. Il est aussi chef de travaux à l'université de Lubumbashi. Restez fidèles à notre rendez-vous. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt.